Bon, bonjour à tous, je commence alors, c'est ça qui est prévu. Bon, bah, merci pour cette Merci. proposition, avec plaisir pour vous détailler un petit peu ce qu'on a fait et comment on fonctionne dans ce contexte un petit peu particulier. Alors effectivement, on a comme tout le monde été pris un petit peu de court par ce qui s'est passé. Néanmoins, on a su, je pense, réagir rapidement pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble de nos collaborateurs puissent reprendre le plus vite possible leur activité. Et on a déployé une solution de télétravail globale pour l'ensemble des collaborateurs. Au bout de 2 jours, 70% des collaborateurs pouvaient fonctionner comme à leur poste de travail. Et au bout d'une semaine, on était à plus de 90%. Et assez vite, on n'avait plus que les situations résiduelles des retours de congés ou des cas un petit peu particuliers euh, à gérer. Et donc, assez rapidement, on était là pour répondre aux différents besoins de nos assurés, aux questions qu'ils pouvaient avoir, aux adaptations de contrats qui pouvaient encore exister. Et ça a été ça le premier point, donc notre plan de continuité d'activité qui a bien marché. Le deuxième volet, on a eu effectivement, on s'est trouvé dans une situation où du jour au lendemain, hein, pratiquement, puisque ça s'est fait sur du dimanche soir et puis le lundi soir ou le mardi matin, 90% des chantiers étaient arrêtés, à un certain nombre de questions, de cas particuliers un petit peu qu'il fallait gérer. Et donc, on a été amené à prendre un certain nombre de mesures particulières. La, hein, donc la première mesure, ça a été d'accompagner les entreprises qui pouvaient avoir des difficultés de trésorerie et pour qui toutes les rentrées d'argent se sont arrêtées et qui du coup pouvaient avoir du mal à faire face aux appels de cotisation. Et donc on a laissé la possibilité d'aménager sans frais tous les calendriers de prélèvement, de pouvoir justement prévoir un échéancier qui était plus compatible avec les rentrées d'argent, avec les flux de trésorerie des entreprises. Et on a supprimé provisoirement toutes les relances de paiement, les mises en demeure, les suspensions de contrats, les résiliations pour impayés, de faire en sorte que les contrats d'assurance puissent continuer, rester en vigueur. Après, face à ce confinement qui a duré, un arrêt des chantiers aussi qui a été assez long, la perspective de recul d'activité est maintenant une certitude pour la quasi-totalité des entreprises de construction. Et donc, les entreprises allaient avoir un chiffre d'affaires sur l'année 2020 qui allait mécaniquement être plus faible, bien plus faible que celui qu'elles avaient pu anticiper et même que celui qui avait servi de référence pour calculer les cotisations. Et donc, pour la grande majorité des entreprises qu'on assure, qui ont un contrat révisable en fait sous forme de taux sur chiffre d'affaires. On leur a laissé on a offert la possibilité, plutôt que d'attendre le début de l'année prochaine où les cotisations allaient être revues à la baisse, enfin recalculées à la baisse en fonction du chiffre d'affaires réel 2020, on a laissé la possibilité de pouvoir intégrer dès maintenant dans le calcul des cotisations cette réduction du chiffre d'affaires par anticipation, une estimation qui après sera régularisée en début d'année prochaine, mais qui du coup permettait de prendre en compte le recul d'activité et de diminuer le besoin sur le maintien du contrat d'assurance. Après, il y a le cas particulier des artisans. Les artisans, donc on assure sur un produit qui s'appelle PPAB Activité, c'est ce qui est écrit là. Eux ont une cotisation qui est forfaitaire, qui ne dépend pas de leur chiffre d'affaires. Et donc la décision qu'on a prise, c'est de réduire automatiquement d'un mois la cotisation sur ces contrats-là. On a aussi pris la décision, donc par rapport en lien avec un certain nombre d'annonces qui ont été faites dans la presse qui parlaient de fortes réductions sur les accidents automobiles. C'est vrai, il y a une forte réduction sur les accidents automobiles. C'est un petit peu moins vrai sur les accidents de véhicules professionnels, parce que vous avez un certain nombre de transporteurs qui ont continué leur activité, que vous avez quelques entreprises de construction qui ont un peu continué leur activité. Bon, néanmoins, il y a quand même eu une moindre charge de sinistre sur l'assurance automobile. Et donc, on a pris dans cette même logique d'adapter le contrat à la réduction du risque, la décision de réduire les cotisations d'un mois pour l'ensemble des professionnels et PME que l'on assure.
Ça, c'était effectivement les mesures sur les cotisations. Après, on a évidemment fait preuve de souplesse dans l'application des contrats. Vous avez des délais obligatoires qui sont prévus dans les contrats d'assurance, des délais de 5 jours pour déclarer les sinistres, des délais pour justement déclarer le chiffre d'affaires définitif. Alors en ce moment, c'est les déclarations du chiffre d'affaires définitif 2019. Puis vous avez des pénalités si jamais ces délais sont pas déclarés, ces éléments ne sont pas déclarés dans les délais. Évidemment, c'est quelque chose que l'on a suspendu et donc que l'on n'applique plus de manière temporaire, parce que les entreprises n'ont pas forcément toutes n'ont pas forcément les éléments sous la main, et donc ça fait partie des adaptations que l'on a pu mettre en œuvre. Et donc, page suivante, vous avez, vous pouvez passer à la page d'après, c'est Charline, je pense, qui a la main sur le document. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Voilà, parfait. Après, on a eu aussi adapté certains de nos contrats à ce contexte un peu particulier du confinement et des arrêts de chantier. Alors le premier, c'était effectivement, comme vous le savez, on a donc SMA BTP et Pro BTP, quelque chose qui est d'assez unique dans le monde de l'assurance, c'est qu'on propose aux entreprises de construction de se couvrir contre les arrêts de travail, mais dès les premiers jours. Dès les premiers jours d'arrêt de travail, et non pas uniquement sur les arrêts de travail qui dépassent 30 jours ou 60 jours. Donc le maintien du salaire en arrêt de travail est à la charge des entreprises, et donc on propose un contrat d'assurance qui permet de couvrir cette charge-là pour les entreprises de construction. Et donc cette garantie-là fonctionne normalement uniquement pour des arrêts maladie. Or, avec l'état d'urgence sanitaire, vous avez deux nouveaux types d'arrêts de travail qui ont été créés, les arrêts de travail garde d'enfants et les arrêts de travail personnes fragiles. Et donc, normalement, ces arrêts de travail ne sont pas couverts par ce dispositif-là qui est réservé aux arrêts maladie. Et donc, on a fait le choix d'étendre les contrats arrêts de travail aussi à ces nouveaux types d'arrêts maladie. Deuxième type d'action sur lequel on a communiqué assez rapidement, c'est qu'effectivement, tous les chantiers se sont retrouvés à l'arrêt rapidement, que vous avez donc les différents contrats de dommages aux ouvrages, que ce soit parfois sur les contrats d'abonnement, mais aussi sur les tout risques chantiers. Vous avez parfois des clauses particulières qui disent que la garantie est suspendue quand vous avez des arrêts de chantier, ou alors qu'il y a des déclarations du maître d'ouvrage à faire pour préciser les raisons et les mesures de protection qui ont été prises. Là, les raisons, on les connaissait de manière assez évidente. Les mesures de protection, on a rappelé l'importance des différentes mesures de protection, mais ce n'était pas toujours possible de les mettre en œuvre quand le chantier n'avait pas été pensé pour ou structuré pour. S'il y avait besoin d'acheter des palissades ou des moyens de protection, ce n'était pas forcément possible par rapport parce que les fournitures de matériaux s'étaient arrêtées, les magasins étaient ou avaient pour la plupart fermé. Les contrats peuvent prévoir l'obligation de gardienner les chantiers qui sont arrêtés. Là, il n'y avait pas forcément suffisamment de sociétés de gardiennage disponibles pour pouvoir surveiller l'ensemble des chantiers qui étaient à l'arrêt. Donc, du coup, la décision qu'on a prise, c'est de maintenir ces garanties de dommages aux ouvrages pendant le confinement jusqu'à 60 jours, sans surprime, sans déclaration particulière, de manière donc automatique. Si jamais ces chantiers-là sont amenés à durer, à dépasser un petit peu plus, là, on adapte, on regarde un peu plus au cas par cas et on voit comment on peut adapter le contrat. On a eu le même type de questions sur des engins qui étaient laissés sur le chantier. Il y a certains engins avec les arrêts de chantier rapides qui ont été rendus aux loueurs, mais certains engins ne pouvaient pas forcément être déplacés, ou les loueurs n'étaient pas forcément disponibles pour pouvoir tous les récupérer. Donc il y a des engins qui se sont retrouvés arrêtés sur le chantier, et on propose un contrat d'assurance dommage pour l'ensemble des engins qui sont loués par les entreprises de construction, qui permettent d'éviter de prendre l'assurance dommage du loueur, mais de prendre directement l'assurance dommage auprès de SMA BTP. Ces contrats-là, du coup, étaient
il se posait la question en disant est-ce que le contrat dommage, sachant que le contrat de location est suspendu, enfin il y avait des interrogations par rapport à ça et on a affirmé assez rapidement ou à chaque fois qu'on avait la question que ces garanties de dommages étaient bien maintenues. Il y avait aussi des questions sur les moyens de prévention à mettre en place sur les bâtiments qui étaient inoccupés, hein, typiquement les bureaux qui du coup n'étaient plus du tout occupés et il peut y avoir des mesures pareilles de gardiennage qui sont mises en place. Et elle pouvait être remplacée par exemple, des visites régulières du responsable de site, une fois de temps en temps. Donc, c'était le type de mesures qu'on a pu mettre en œuvre. Et puis, on a eu des questions par rapport à la mise en place du télétravail, avec deux types de questions qui revenaient assez régulièrement. Le premier, c'était qu'on propose des contrats bring machine informatiques, enfin tout risque informatique, qui couvrent les dommages aux ordinateurs quand ils sont dans les bureaux. Et là, il n'y avait plus d'ordinateurs dans les bureaux. Dans un certain nombre de cas, ils étaient ramenés au domicile des salariés. Et donc, les entreprises nous demandaient, oui, mais est-ce que mon contrat, il fonctionne toujours au domicile du salarié? Donc, on a confirmé que le contrat pouvait s'appliquer. On a aussi des questions sur la responsabilité civile. Hein. Donc, l'entreprise qui a des salariés en télétravail, ces salariés, ils restent sous la responsabilité de l'entreprise, donc à la fois en termes de suivi des conditions de sécurité et de travail, mais aussi sur les dommages aux tiers qui peuvent être causés par le salarié, que ce soit quelqu'un qui passe dans la rue ou que ce soit suite par exemple à un ordinateur qu'on évoquait juste avant qui explose ou qui prend feu et qui peut créer des dommages aux tiers. Et donc dans ce cas-là, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée. Et donc la démarche là était de confirmer à l'entreprise que le contrat responsabilité civile fonctionnait de la même manière, fonctionnait bien si ça concernait un salarié en télétravail. Et donc, page suivante, l'autre type de mesures d'accompagnement que l'on a pu mettre en œuvre, c'est des mesures pour essayer d'accompagner, de faciliter la reprise du travail dans ce contexte d'état d'urgence sanitaire. Alors, il y a eu trois types de questions et ou de mesures. Le premier, c'est sur l'utilisation des véhicules pour pouvoir maintenir les mesures de prévention, les mesures de distanciation, certains transports de salariés qui pouvaient se faire à plusieurs personnes dans le même véhicule, du coup maintenant il y avait la volonté d'essayer d'avoir qu'une personne par véhicule et donc parfois il y avait l'entreprise qui pouvait demander à un salarié ou à un préposé d'utiliser son véhicule personnel pour pouvoir, mais à des fins professionnelles. Or, le contrat d'assurance du véhicule particulier peut être limité à l'usage privé du véhicule. Et donc, on a confirmé on acceptait automatiquement la possibilité d'utiliser un véhicule personnel à des fins professionnelles, même si la déclaration n'était pas dans ce sens-là. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui sont assurés en flotte automobile de pouvoir faire jouer le contrat flotte dans ce type de situation. Après, il y a un sujet sur la faute inexcusable. Alors, il y a eu plusieurs variations ou questions par rapport à ça. La question là, hein, c'est sur la mise en cause d'un préposé, d'un salarié de l'entreprise qui contracterait le Covid-19, qui en aurait des séquelles, hein, donc des séquelles, et qui du coup chercherait à attaquer la responsabilité de son employeur au motif de moyens de prévention insuffisants et donc sur un fondement de faute inexcusable. Et donc, la question, c'était, si ça m'arrive, est-ce que mon contrat ARC et la garantie des préposés qu'il contient pourra bien fonctionner? Donc là, on a confirmé que, sauf des cas très particuliers, il y a des exclusions habituelles de type fait volontaire ou des choses comme ça, mais que dans le cadre normal du fonctionnement du contrat d'assurance, le contrat RC pouvait bien s'appliquer sur des mises en cause potentielles du Covid. Alors, vous avez un projet de texte là, qui est en cours d'adoption qui pourrait modifier la possibilité de mettre en cause le chef d'entreprise sur le fondement du Covid, mais bon, il n'est pas encore adopté. Mais enfin, bon, toujours est-il que le message que l'on faisait passer, c'était de rassurer les chefs d'entreprise en disant qu'ils devaient mettre en œuvre les différentes mesures de précaution, mettre à jour leurs documents d'évaluation du risque, mettre en place les gestes barrières, s'adapter à la situation,
mais que si jamais ils étaient mis en cause, le contrat pourrait fonctionner pour accompagner leur défense et prendre en charge les conséquences civiles éventuelles. Et puis après, il y a eu à la sortie du guide OPP-BTP, il y avait la question vous avez deux types de rôles qui sont référencés dans ce guide. Vous avez le référent Covid entreprise. Et donc là-dessus, on avait des questions en disant est-ce que je peux être au référent Covid dans mon entreprise, comment ça marche. Là-dessus, le chef d'entreprise a l'obligation d'assurer et de coordonner en tout cas les mesures de santé et de sécurité de ses salariés sur le chantier. Et donc là, ça s'applique de la même manière dans ce contexte Covid et ça marche de manière automatique sans difficulté particulière. Et après, vous avez une nouvelle tâche qui est le référent Covid du maître d'ouvrage sur lesquels on a vu deux types de situations. Soit c'était déjà un intervenant dans le chantier qui prenait ce rôle-là de manière, dans la prolongation de ses missions existantes. Donc ça pouvait être le maître d'œuvre en maîtrise d'œuvre d'exécution complète, ça pouvait être un AMO du chantier, ça pouvait être le SPS, ça pouvait être. Donc on a vu différentes situations. Donc si c'était déjà un intervenant du chantier qui rajoutait une mission, on lui confirmait qu'il était bien assuré pour cette mission-là. Et on avait parfois le cas de nouvelles missions sur un chantier, de quelqu'un complètement extérieur au chantier qui intervenait pour faire cette mission et qui du coup avait besoin d'adapter son contrat pour faire apparaître qui était déjà assuré chez nous pour d'autres types de missions, par exemple AMO, mais qui du coup, ou SPS, mais il était SPS sur d'autres chantiers, mais du coup on adaptait le contrat pour bien faire apparaître sur son contrat d'assurance qu'il était bien assuré pour cette mission. Et dernier volet que je voulais évoquer dans les mesures d'accompagnement, c'était sur la page suivante, c'était le fonds de la FFA de 400 millions. Donc ces contributions de l'ensemble des assureurs a été c'était une logique de l'ensemble du marché qui était de dire le monde économique le monde des entreprises subit un choc. Alors je ne sais pas s'il est sans précédent, mais en tout cas il est majeur. Et les assureurs comme acteurs de l'économie de ce pays voulaient contribuer. Le choix qui avait été fait, c'est de contribuer sous cette forme de 400 millions d'euros qui ont été versés au fonds de solidarité mis en place par l'État pour aider les professionnels et TPE en difficulté. Donc SMA BTP a contribué à hauteur de sa part de marché dans l'assurance sur ces 400 millions d'euros-là. Et c'est ce fonds-là qui permet de verser une aide de 1 500 euros qui peut être versée à 3 500 euros dans certaines conditions pour aider les professionnels et TPE, donc grand nombre de professionnels du monde de la construction qui ont subi un recul de leur chiffre d'affaires de plus de 50%, ce qui du coup était très souvent le cas. Et la deuxième mesure que l'on a prise, c'est que il y a eu une situation où certains chefs d'entreprise, en général qui n'étaient pas salariés, pouvaient se trouver donc pas éligibles au chômage partiel, pas forcément éligibles aux aides évoquées précédemment, par exemple parce qu'ils ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million et que le fonds précédent était réservé au chiffre d'affaires inférieur à 1 million, pouvaient se trouver sans aucune rémunération et donc dans des situations personnelles très délicates. Et donc là, on a mis en place ce fonds-là qui peut verser une aide individualisée aux chefs d'entreprise qui pouvait atteindre 3 000 euros pour ceux qui se retrouvaient dans cette situation. Donc voilà pour le premier point que je vous proposais d'évoquer, qui était l'ensemble des mesures d'accompagnement que SMA BTP a mis en place dans ce contexte un petit peu particulier. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on... Ce que je vous propose, Monsieur Coin, c'est que vous poursuiviez peut-être la présentation et on reprendra évidemment les questions au fur et à mesure par la solution de messagerie mise à disposition. D'accord, je suis au bout de ma présentation. Donc en fait, c'est peut-être le point que vous souhaitiez que j'évoque, c'était sur les débats qui existent autour de la perte d'exploitation. Donc là-dessus, j'ai pas de support spécifique, mais vous avez tous vu passer quelques articles dans la presse. Alors le premier point sur la perte d'exploitation, c'est les contrats perte d'exploitation qui existent aujourd'hui sur le marché ne sont pas du tout adaptés au monde du BTP et au secteur de la construction. Un contrat perte d'exploitation, c'est un contrat qui garantit
les conséquences pour l'entreprise d'un dommage à un bâtiment. Donc, là, typiquement pour les restaurateurs, dont on entend beaucoup dans la presse sur ce sujet-là, c'est effectivement typiquement le genre de contrat qui les protège, c'est-à-dire vous avez un restaurant, c'est un local. Si jamais vous avez un incendie, un dégât des eaux dans ce bâtiment, le contrat dommage prend en charge les frais de réparation, donc les frais de reconstruction de ce local-là, et la garantie perte d'exploitation, qui est une garantie complémentaire à cette garantie dommage. À partir du moment où vous avez eu un dommage matériel garanti, intervient pour couvrir les frais fixes pendant la période de réparation, pendant la période de reconstruction du restaurant. S'il faut 3 mois, donc le contrat d'assurance va payer 3 mois de frais fixes, s'il faut 3 mois pour reconstruire, en plus des frais de reconstruction. Donc ça, c'est le principe des contrats de perte d'exploitation qui sont largement souscrits auprès des commerçants, pour tous les commerçants, quel que soit le type de commerce, mais qui, dans le secteur du BTP, n'existent pas vraiment. Pour la plupart des entreprises ou des professions libérales, si vous avez des bureaux, si vous avez un incendie dans ces bureaux, en général, il n'y a pas forcément de perte d'exploitation consécutive à l'incendie de ces bureaux. Donc, il y a un contrat dommage qui peut être souscrit, dans lequel, du coup, il y a une garantie dommage qui permet de financer la reconstruction du bâtiment, mais vous n'avez pas, en tant que tel, de perte d'exploitation. Il y a des solutions, effectivement, de travail à distance, mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle une garantie frais supplémentaires, c'est-à-dire une garantie qui couvre les frais justement supplémentaires occasionnés par cet incendie et le temps de réparation. Et donc, typiquement, pour une profession libérale, ces frais supplémentaires, ça peut être la location de 3 mois de bureau, que ce soit des bureaux temporaires, enfin, donc la location de 3 mois, donc c'est des frais en plus par rapport au fonctionnement normal. Et donc, si vous avez des bureaux, donc le contrat dommage couvre les bureaux, couvre la réparation de ces bureaux-là et les frais supplémentaires. Je reçois des questions sur mon téléphone, donc du coup, ça me perturbe. Je couvre les frais supplémentaires de fonctionnement de l'entreprise, mais il n'y a pas de garantie perte d'exploitation qui est possible parce que c'est pas adapté, ça correspond pas au métier des professions libérales. Donc ça, donc après, et pour les entreprises de construction, c'est un peu la même chose. Si vous avez des bureaux qui sont des bureaux administratifs, dans ce cas-là, il n'y a pas de perte d'exploitation, mais en revanche, il peut y avoir cette garantie frais supplémentaires. Si vous avez en revanche une entreprise qui fait de la fabrication, donc qui a un atelier ou qui a une usine de fabrication de fenêtres ou de menuiserie, dans ces cas-là, oui, on peut souscrire une garantie perte d'exploitation parce qu'effectivement, dans les faits, si son usine brûle, elle ne peut pas trouver des locaux et donc vous avez bien une perte d'exploitation qui correspond à la durée de reconstruction de cette usine. Mais par exemple, c'est du coup quelque chose qui reste très marginal. On est à moins de 10% des entreprises de construction qui ont des garanties de type perte d'exploitation. Après, donc la règle générale, c'est celle-là, la perte d'exploitation qui couvre la marge brute consécutive de l'indisponibilité de locaux, alors que donc pour le secteur du BTP, le fait de ne pas pouvoir intervenir sur les chantiers, c'est pas de la perte d'exploitation parce que c'est de la perte de chiffre d'affaires, évidemment, mais qui n'est pas consécutif à l'indisponibilité d'un bâtiment, mais qui est consécutif au fait que le chantier soit arrêté. Donc, ce n'est pas quelque chose qui correspond à cette situation-là. Après, vous avez ce qu'il existe. Il existe sur certains contrats des garanties suite à fermeture administrative. Donc, c'est la logique de ces contrats-là. Je reprends mon exemple de restaurant. Si vous avez un séisme, par exemple, qui fait que le bâtiment dans lequel est la solidité du bâtiment dans lequel est hébergé le restaurant est mise en doute, le restaurant n'a pas forcément de dommages directs, mais le bâtiment fait l'objet d'une interdiction d'accès, donc vous avez une fermeture administrative du bâtiment. Et dans ces cas-là, c'est une type de fermeture administrative. Ou vous pouvez avoir aussi sur les restaurants des décisions de fermeture administrative suite à une contamination, par exemple légionellose. Donc vous pouvez avoir une décision administrative de fermeture du restaurant suite à cette contamination-là. Et donc ce type de garantie-là, c'est celle-là dont on entend parler dans les journaux. Ces garanties-là, en général, ont une clause qui exclut la pandémie. Pourquoi ? Parce que les assureurs, dans leur globalité, ne seraient pas capables d'absorber
un choc qui correspond à une pandémie, parce que vous n'avez pas de mutualisation. Quand on parle d'incendie d'un restaurant ou d'un bâtiment ou d'une usine, vous avez rarement tous les restaurants qui sont incendiés d'un coup ou toutes les usines qui sont incendiées d'un coup. Et donc, cette mutualisation dans le temps permet d'absorber le choc. En général, vous avez, pour les contrats donc de perte d'exploitation et de fermeture administrative, ce dispositif d'exclusion de la pandémie. En revanche, et ce qui se passe, c'est que certains contrats qui étaient pas forcément complètement rédigés de manière très claire ou qui étaient rédigés de manière ambiguë, font que le cas de la pandémie, de la fermeture suite au Covid-19, s'applique. Et donc, certains assureurs se sont retrouvés obligés de payer aux entreprises qui avaient souscrit un contrat perte d'exploitation, mais encore une fois, il ne s'agit pas où il s'agit qu'à la marge d'entreprises du secteur de la construction. Il s'agit majoritairement d'entreprises qui ont fait l'objet d'une décision de fermeture obligatoire. Donc, comme vous le savez, le BTP, ce n'était pas un secteur qui a fait l'objet d'une fermeture obligatoire, c'est une fermeture obligée parce que tous les chantiers se sont arrêtés par rapport aux incertitudes sanitaires, mais il n'y a pas eu d'obligation par le gouvernement de fermer les entreprises de construction. Et donc, voilà, les assureurs qui sont amenés à communiquer sur le fait qu'ils vont indemniser la perte d'exploitation le font vis-à-vis des entreprises qui ont fait l'objet d'une obligation de fermeture et le font parce que leurs contrats ont été rédigés de manière un petit peu ambiguë. Après, en perspective, la Fédération française de l'assurance, en lien avec le gouvernement, s'est engagée à essayer de réfléchir à un système qui pourrait, pour le futur, prendre en charge ce type de conséquences, c'est-à-dire la perte de chiffre d'affaires suite à un événement exceptionnel extérieur. Et ce type d'assurance ne peut pas exister sans le soutien de l'État. C'est ce qui existe un petit peu sur le régime d'indemnisation du terrorisme ou des catastrophes naturelles. On est sur un partenariat assureur-État où les assureurs gèrent et prennent en charge une part importante des sinistres. Mais si jamais vous avez quelque chose de trop gros qui dépasse le niveau de solvabilité des assureurs, dans ce cas-là, c'est l'État qui intervient, un petit peu comme ça se passe aujourd'hui avec la partie du chômage partiel, mais qui représente qu'une partie des frais. Donc voilà un petit peu sur la perte d'exploitation et le lien avec le Covid-19. Et après, là j'ai traité le point 3 de l'ordre du jour et on avait un point 2D qui était l'après-Covid et les risques de cyberattaque. On a aujourd'hui, avec le télétravail, mais aussi avec la reprise, un risque de cyberattaque qui est grandissant. Ce risque, il se traduit, il s'explique par différentes raisons. Déjà parce que les entreprises utilisent de plus en plus d'ordinateurs, elles utilisent de plus en plus de données dans leur fonctionnement. Vous avez le développement du BIM qui est encore qui est loin d'être généralisé, mais qui va se développer de plus en plus. Donc, de plus en plus de données, les entreprises qui dépendent de plus en plus de ces données-là, c'est-à-dire qui ont du mal à fonctionner si jamais leurs ordinateurs ne marchent plus, si jamais elles n'ont plus accès à leurs données. Vous avez du coup une surface d'attaque pour les pirates qui est beaucoup plus importante. Vous avez beaucoup plus d'ordinateurs, beaucoup plus de Wi-Fi, beaucoup plus de téléphones portables et donc beaucoup plus de points d'entrée possibles, d'objets connectés et donc beaucoup plus de points d'entrée possibles pour les cyber pirates. Et donc dans ce contexte-là, on a aussi initié une démarche de plus en plus de prévention et de communication sur ce risque-là auprès des entreprises, en mettant en avant l'importance d'avoir des systèmes à jour, d'avoir des systèmes surtout de sauvegarde, parce que de toute façon, les données qui sont corrompues ou qui sont détruites, on ne peut pas les reconstituer de manière magique. Le meilleur moyen de protection, c'est d'avoir un vrai système de sauvegarde. Comme ça, dans le pire des situations, si le système informatique de l'entreprise est complètement infecté et qu'il n'y a pas de solution de réparation, on met tout à la poubelle et puis on recrée un nouveau système, mais à partir des données qui sont sauvegardées. Et donc, on a développé deux types de contrats par rapport à ces risques-là. Un contrat cyber-risque, donc qui protège l'entreprise des conséquences financières de ce type d'attaque, qui peut prendre en charge les rançons dans certaines situations, mais les rançons, vous avez deux écoles. Là, pour le coup, il faut se baser sur des experts. Dans certains cas, c'est utile de les payer et ça permet de tout débloquer. Dans certains cas, ça permet juste que le pirate vous réclame une deuxième rançon plus élevée que la première
et ça n'a rien changé à votre situation. Et surtout, donc, par rapport en lien avec ça, on a un système d'assistance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 qui permet à l'entreprise, dès qu'elle est victime d'une attaque, d'appeler tout de suite quelqu'un qui lui dit quoi faire, quoi ne pas faire et qui peut dépêcher des experts pour aider à résoudre ce problème. Par exemple, un réflexe que l'on peut avoir, c'est de se dire qu'on va tout éteindre et tout redémarrer et ça ira mieux. Mais dans le cas des dernières attaques là, par exemple WannaCry, en fait, si jamais on faisait ça, ça ancrait encore plus le virus. C'est-à-dire qu'il y avait une solution assez simple pour réparer si on n'avait pas redémarré, mais une fois qu'on avait redémarré, c'était beaucoup plus compliqué, voire impossible de désinfecter les ordinateurs. Puis aussi, on a un produit de type tout risque chantier cyber, qui justement, dans un contexte de coactivité, vous avez de la mise en commun de données, de différentes données, de différents acteurs, de différentes personnes sur le chantier, sur le même principe que si jamais vous avez un incendie sur le chantier, la tout risque chantier peut intervenir pour prendre en charge les dégâts et permettre le redémarrage au plus vite du chantier sans chercher à identifier qui est vraiment responsable d'avoir causé l'incendie. Hein. C'est ce même principe-là. La TRC cyber couvre l'ensemble des intervenants chantier, et si jamais vous avez des dégâts aux données, des problèmes d'accès au réseau, et donc le chantier qui est bloqué à cause de problèmes d'atteinte aux données, la possibilité de pouvoir redémarrer le chantier, prendre en charge les conséquences financières, restaurer dans la mesure du possible les données et redémarrer sans perdre de temps à chercher qui est responsable. Voilà pour être passé un peu rapidement sur les différents points. Je ne sais pas si Marie-Claude ou Fabienne, vous voulez rajouter des choses, compléter ou… Pas pour moi à ce stade. Je crois que tu as des questions, Grégory. J'ai vu dans les chats que tu avais d'ores et déjà des questions, donc il faut peut-être mieux évacuer cela avant de passer à la suite et donner quelques perspectives sur notre collaboration avec Intech. Je peux vous lire la première question, si vous voulez. C'est une question de Bernard Delma. La responsabilité civile professionnelle de mon activité auprès de la SMA BTP couvre-t-elle bien la responsabilité civile d'exploitation de mes locaux professionnels? Si oui, suis-je couvert pour mon personnel et l'accueil du public après le 11 mai? Le 11 mai. Oui, je pense que c'est mai. Alors, en fait, vous avez deux types de… la réponse est oui et non. Enfin, non, c'est oui, mais en fait, la responsabilité civile d'exploitation, ça couvre les dommages causés aux tiers du fait de la responsabilité de l'entreprise. Donc, que ce soit de l'entreprise elle-même, personne morale ou de ses préposés, si vous avez des dommages qui sont causés à des tiers, de type contamination Covid. Après, il faudrait prouver que parce que quelqu'un est venu chez vous, il a été contaminé par le Covid et que du coup, ça puisse être ça. Mais si jamais il y a quelqu'un qui fait bouger des feuilles, peut-être, est-ce que vous pouvez couper le micro, ceux qui parlent pas, parce que là, du coup, Ok, merci. Donc sur ce point de vue-là, oui, le contrat RC couvre bien l'exploitation, il couvre bien l'accueil du public à partir du moment où les locaux professionnels sont prévus pour accueillir du public, que ce soit à partir du moment où il y a une autorisation. Si vous avez l'interdiction, je ne sais pas ce que va donner le déconfinement, mais si vous avez une interdiction de recevoir du public, vous n'avez pas le droit d'en recevoir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction, y compris pour les professions du BTP. Vous pouvez dès aujourd'hui choisir d'ouvrir et de recevoir du public, et le contrat responsabilité civile de la SMA BTP fonctionne. Mon seul bémol, c'est par rapport à la formulation responsabilité civile des locaux. La responsabilité civile des locaux, là, c'est quelque chose qui est lié au bâtiment. C'est-à-dire que si de par je sais pas, si vous avez un incendie qui est créé par l'électricité des locaux, ça c'est pas le contrat RC qui va jouer, c'est plutôt le contrat dommage aux biens avec un volet RC propriétaire d'immeuble. Enfin, c'est juste ça la petite notion en disant si c'est des dommages créés par des locaux ou des dommages créés par l'entreprise. Mais la réponse, donc si vous avez à la fois un contrat dommage RC à la SMA et le contrat RC pour l'activité, donc du coup la réponse est évidemment oui, mais c'était juste cette petite distinction par rapport à la formulation responsabilité civile des locaux. Mais la responsabilité civile d'exploitation de l'entreprise, ça, il n'y a pas de souci, elle fonctionne maintenant, elle fonctionne aussi post-11 mai, quel que soit le confinement. Le Covid génère-t-il un risque supplémentaire pour la RC des dirigeants, selon vous? C'est dur à dire, j'aurais tendance à penser que mécaniquement, oui. À partir du moment où vous avez des choses qui se passent, qui génèrent de l'inquiétude
auprès des salariés, vous avez forcément plus de risques de mise en cause de la responsabilité des chefs d'entreprise. Et donc oui, il y a potentiellement un risque supplémentaire et c'est vrai que c'est possible qu'on ait plus de mise en cause de la responsabilité des chefs d'entreprise, que ce soit d'un point de vue civil ou pénal. Après, le Covid-19 ne sera pas reconnu comme maladie professionnelle dans le secteur du BTP, ce le sera dans le secteur de la santé pour les médecins, les infirmières, mais ce ne le sera pas pour les entreprises du monde de la construction. Donc il faut prouver pour que la responsabilité du chef d'entreprise soit retenue, il faudra prouver deux choses. D'un point de vue civil, il faudra prouver que l'imputabilité, c'est-à-dire que c'est bien du fait de son activité professionnelle que le salarié a contracté le Covid. Il faudra aussi prouver que le chef d'entreprise n'a pas mis en œuvre les moyens suffisants, parce que donc ça suffit pas, même si on arrive à prouver qu'il a eu le Covid et que si le chef d'entreprise avait respecté les modalités d'accueil du ministère du Travail pour accueillir du public ou les modalités du guide au PPVTP pour le fonctionnement sur les chantiers, dans ce cas-là, on pourra dire, bah, ok, vous avez chopé le Covid sur votre lieu de travail, mais votre employeur avait tout bien fait, donc votre responsabilité, sa responsabilité ne peut pas être retenue. Et puis, il faudra aussi qu'il y ait des dommages, hein, parce que le simple fait d'avoir contracté le Covid ne génère pas forcément un préjudice pour le salarié. Il faut qu'il ait des séquelles. Donc oui, il y a un risque. Est-ce que ce risque va s'avérer? Ça va dépendre du nombre de mises en cause et des décisions des tribunaux, mais je ne pense pas. Puis comme je le disais aussi, hein, vous avez aujourd'hui un projet de texte qui est en discussion. Là, il a dû être retourné à l'Assemblée, je crois qu'il est passé devant le Sénat hier, qui a vocation à interdire aux salariés d'attaquer le chef d'entreprise sur le fondement du Covid. Donc si ce texte existe, c'est bien parce qu'il y a des syndicats de patrons qui pensent qu'il y a un risque supplémentaire, mais c'est aussi donc pour les protéger. Mais bon, même je pense que même en l'absence de ce texte-là, je ne sais pas s'il sera retenu ou pas, je pense que le risque n'est pas démesuré, mais il existe évidemment. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est le moment. Elle est posée directement dans le chat pour qu'on puisse les prendre en compte. J'en vois pas d'autres pour l'instant. Ah, une question de Julien. Qu'en est-il des garanties des chantiers arrêtés? Alors j'évoquais ça effectivement vers le début de ma présentation. Hein, alors ça dépend de quelle garantie on parle. La garantie, le risque principal pour un chantier qui est arrêté, c'est les risques de vol, de vandalisme, d'incendie, qui est couvert par des contrats de type tout risque chantier. Et donc ces contrats tout risque chantier prévoient en général l'obligation d'informer l'assureur en cas d'arrêt de chantier. Donc, il faut voir avec l'assureur pour maintenir ces garanties en cas d'arrêt de chantier. En ce qui concerne la SMM BTP, on a confirmé que les garanties des contrats TRC qu'on avait souscrites étaient maintenues pendant 60 jours. Et donc, le complément de la question, c'est pour les CMistes et Andéo, ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que soit le CMI a souscrit une TRC, dans ce cas-là, il peut s'appliquer. Mais sinon, si le chantier est arrêté ou si le chantier a continué, il y a quand même beaucoup de chantiers de CMI qui ont continué, qui, certes, à un rythme très ralenti, hein, mais qui, en fait, se sont pas vraiment arrêtés, mais ont continué petit à petit, parce que, en fait, ils évitaient d'avoir deux corps d'État qui intervenaient. Et donc voilà, donc le chantier continue à fonctionner. Et pour la DO, la DO, elle commence à courir suite à la réception du chantier. Donc, quel va être l'impact du Covid sur le nombre de sinistres en matière décennale? J'en sais rien. Soit les gens travaillent différemment du fait du Covid et les gens travaillent plus vite et plus mal et ça fera plus de sinistres. Au contraire, comme vous allez avoir un ralentissement du fait des gestes barrières, que les gens vont travailler mieux, ça je sais pas.
Mais pour moi, du coup, ça pose pas de questions principales sur le fonctionnement du contrat dommage ouvrage. Une des questions, en revanche, sur lesquelles moi aujourd'hui j'ai pas la réponse, c'est en cas de surcoût d'un chantier lié au Covid. Donc on voit différents chiffres circuler, on voit du plus 5%, plus 10, plus 15, plus 20. Mais il y a de toute façon probablement, enfin il y a de toute façon des surcoûts qui sont liés au Covid. Alors la plupart d'entre vous connaissez le sujet mieux que moi, mais vous avez déjà une partie peut-être fixe qui correspond à l'élargissement de la base vie, hein, pour pouvoir permettre aux gens de manger avec 1 mètre de distance, de pouvoir se changer avec 1 mètre de distance, d'éviter d'avoir des couloirs trop étroits ou d'organiser des circulations un peu différentes. Donc du coup, vous avez des surcoûts à l'aménagement du chantier au contexte Covid, vous avez le surcoût lié à l'achat des masques, du gel, et éventuellement d'autres types de matériaux, d'individualiser les appareils, les outils. Donc vous pouvez avoir des surcoûts un peu fixes, je dirais, par rapport, mais qui dépendent de la taille du chantier. Et vous avez des surcoûts qui sont évoqués donc par les entreprises liées au ralentissement. Le fait que la productivité, le travail, du fait des différents gestes barrières, va se faire de manière un peu plus lente, et donc ça va entraîner des surcoûts. Est-ce que la maîtrise d'ouvrage pourrait mettre en responsabilité son maître d'œuvre? C'est pas la responsabilité du maître d'œuvre que d'avoir ce surcoût. Là, je dirais qu'il faut déjà regarder ce qu'il y a dans les clauses des différents marchés, qu'il y a aussi le contexte des ordonnances, hein, et d'état d'urgence qui permet de lever les clauses de pénalité, mais pas forcément donc les clauses liées au surcoût. Donc pour gérer les surcoûts, c'est des ententes à avoir entre le maître d'ouvrage et les différents intervenants du chantier, y compris la maîtrise d'œuvre. Ce qu'on voit quand même, c'est que dans un certain nombre de cas, la maîtrise d'ouvrage prend une part significative des surcoûts. Sur quelques chantiers que j'ai pu observer, et notamment ceux qui redémarrent. Et ceux qui ne redémarrent pas, c'est justement en général parce que personne ne veut prendre en charge les surcoûts, et ça fait partie des questions importantes dans la reprise des chantiers. Est-ce qu'il peut y avoir des mises en cause? Oui, il pourrait y avoir des mises en cause. Après, quelle responsabilité ou quel fondement sera utilisé? On n'en voit pas encore, hein, des contentieux par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il pourrait y avoir quelques cas un peu symptomatiques et problématiques. Une question sur le cas de télétravail en temps normal, hors crise sanitaire. Est-ce que le salarié doit justifier d'une assurance couvrant une activité professionnelle à son domicile, et ce dans le cadre de son assurance habitation? Alors, le chef d'entreprise doit assurer ce que je disais tout à l'heure, la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, il doit s'assurer qu'il peut télétravailler en toute sécurité. Ça fait partie de la responsabilité du chef d'entreprise, et si jamais il y a un accident du salarié à son domicile alors qu'il est en télétravail, ça peut être considéré comme un accident de travail. Vous avez donc une des manières de protéger aussi l'entreprise, c'est de vérifier que l'entreprise est bien couverte par sa responsabilité civile générale lorsqu'il est en travail à son domicile. C'est pour éviter que s'il est en train de faire la cuisine et que ça met le feu à l'immeuble, qu'on puisse, en télétravail, ça puisse mettre en cause la responsabilité civile de l'entreprise au titre de l'ARC exploitation qu'on évoquait tout à l'heure, mais que ce soit plutôt dans le cadre de l'ARC générale du particulier qui puisse jouer. Et donc, par rapport à ça, beaucoup d'entreprises demandent, et c'est mieux de le demander. Mais après, beaucoup d'assureurs ont communiqué aussi sur le fait que c'était pas la peine de le demander. Une attestation RC du particulier qui inclut le télétravail. Donc, ça peut être utile que le chef d'entreprise demande une attestation d'assurance responsabilité civile comprenant la possibilité de télétravailler à son domicile à son assureur habitation.
c'est une protection supplémentaire pour l'entreprise. Mais après, il faut effectivement vérifier si l'assureur n'a pas déjà communiqué sur le fait que c'était pas utile. Peut-être que la FFA communiquera sur le fait que automatiquement c'est couvert. En général, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de surprime, il n'y a pas, ça l'inclut bien, mais la manière de le vérifier, c'est de poser la question. Mon chantier étant réceptionné en 2019, la garantie parfaite achèvement terminée, y aura-t-il une prolongation de la DO de 2 mois environ? Non, le confinement et les ordonnances sur les délais qui ont été prises sur le confinement ne modifient pas les durées. La dommage ouvrage dure 10 ans à partir de la réception, avec effectivement l'année de parfait achèvement, mais la fin de la dommage ouvrage reste 10 ans après la date de réception. Il n'y a pas de modification par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a certains délais qui sont suspendus pendant l'état d'urgence sanitaire. Notamment si vous avez un sinistre DO qui survient pendant l'état d'urgence sanitaire, il y a une obligation de l'assureur de vous donner une position de garantie ou une autre garantie dans un délai de 60 jours. Mais ce délai de 60 jours, il est parfois compliqué parce qu'on n'avait pas forcément les experts pour organiser les rendez-vous d'expertise. Vous n'avez pas forcément les entreprises qui étaient disponibles pour venir au rendez-vous d'expertise. Et donc, une des conséquences de l'ordonnance sur les délais, qui suspend un certain nombre de délais, ça suspend par exemple ces délais-là. Mais une fois que l'état d'urgence sanitaire sera terminé, ce délai-là reprendra. Et donc, vous avez toujours après ces délais qui fonctionnent. Mais donc, il y a certains délais qui sont suspendus, mais ça n'allonge pas automatiquement tous les contrats. C'est comme si vous avez un bail de location qui doit durer 3 ans. Bah, le bail de location, il dure toujours 3 ans. S'il se terminait pendant l'état d'urgence, bah, il peut être prolongé automatiquement jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Hein, personne ne va vous mettre dehors. Mais si le confinement tombe en plein milieu, le bail ne devient pas un bail de 3 ans et 2 mois parce que le confinement est tombé au milieu. Donc ça marche de la même manière pour la durée de garantie DO. L'état d'urgence sanitaire repoussant les délais du permis de construire, quelle perspective voyez-vous en règle générale pour la construction? Bon, il y a plein de gens qui sont mieux placés que moi pour répondre à cette question, mais effectivement, plus que la suspension des délais d'instruction des permis de construire, qui en soi est préoccupante, ce qui est rassurant, c'est que dans la deuxième ordonnance qui a prolongé l'état d'urgence sanitaire de 2 mois supplémentaires, il a bien été précisé que alors je ne sais pas si le texte a été voté, mais en tout cas, ça a été annoncé par les pouvoirs publics, que les délais d'instruction ne seraient pas concernés par cette deuxième période de 2 mois. Donc, il y a un décalage de 2 mois. Il y a un décalage de 2 mois qui effectivement va peser, mais pour moi, ce qui est encore plus inquiétant que ce décalage d'instruction, c'est la baisse de la demande. C'est le fait que les collectivités locales ont arrêté de lancer pas toutes, hein, mais ont en tout cas diminué le nombre d'appels d'offres, que ce soit pour des infrastructures routières, mais aussi pour des bâtiments, hein, pour des écoles, pour des installations sportives, pour des logements aussi dans certains cas. Donc vous avez eu du coup globalement un ralentissement des nouveaux projets, qui est un peu mécanique, et je pense que c'est plutôt ça qui du coup va créer des difficultés dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que vous allez avoir un trou à un moment de nouveaux projets dont on ne sait pas comment il va être absorbé et qui ne sera probablement pas absorbé, donc il faudra, on ne pourra pas rattraper. Après, je voyais si c'est une précision, le télétravail doit faire l'objet d'un accord d'entreprise, une clause d'assurance doit être insérée dans cet accord d'entreprise. Oui, sûrement. Je suis pas un expert du droit social. Après, ça dépend effectivement de la taille des entreprises, hein, pour la négociation de l'accord. Le volet assurance est effectivement en général évoqué dans les accords d'entreprise sur le télétravail. Mais là, je dirais dans ce contexte-là, on est de toute façon dans un télétravail un petit peu forcé en dehors de tout accord d'entreprise avec ce confinement. Et malgré tout, il faut avoir en tête que les individus sont assurés en RC, y compris pour télétravailler, et que en cas de souci, c'est intéressant de l'avoir en tête et de pouvoir faire jouer cette clause-là aussi du contrat d'assurance. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment.
On a des remerciements. Merci pour vos réponses et propos. Merci. Très clair, merci beaucoup pour ce sujet très intéressant. Bah, merci à vous. Peut-être, Charline, on peut dire que on est à la disposition de quiconque s'il y a d'autres questions ou d'autres précisions. Hein, n'hésitez pas à communiquer nos coordonnées mail. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, on a depuis maintenant de longues années un partenariat avec l'Intec. Et c'est dans ces moments-là, je pense qu'on doit faire vivre au mieux et faire fonctionner le partenariat. Donc, on a imaginé pour le futur des belles choses qu'on essaiera de déployer avec l'été, liées à l'accompagnement sur la transmission, l'accompagnement des jeunes économistes qui s'installent. Et peut-être que cette période bouleversante va provoquer certains, va leur donner envie de quitter Paris ou les grandes villes, de s'installer un peu plus loin à leur compte. Et donc, on a déjà imaginé avec l'Intec, en fait, tout un dispositif pour les accompagner au moment de leur installation, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter par le biais de Charline et Sofiane toutes les questions que vous pourriez avoir. On est vraiment à votre disposition pour y répondre en tant qu'assureur. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Merci, Fabienne. On donnera sans souci vos contacts dans un mail de remerciement. Et voilà, on est à la disposition des économistes. Et voilà, toute question est bonne à prendre et surtout à faire remonter à la SMA. Comme ça. Merci Charline, merci Fabienne. Avant de clore, il y a une dernière question de Guillaume Borsalino. Qui est passé entre les mailles du filet. Il s'agit que pensez-vous des réflexions en cours sur le futur régime d'indemnisation des catastrophes sanitaires? Est-ce que vous avez une position, une idée, des pistes? Oui, les choses avancent. Il y a plusieurs réunions qui ont eu lieu sur ce sujet-là. C'est un dossier qui est piloté au sein de la Fédération française de l'assurance, qui est suivi de très près par le gouvernement. Il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui doit être géré par les assureurs ou géré par l'État uniquement? Parce que de toute façon, il y aura, mais ça correspond à un besoin, ça nécessite d'être quelque chose un petit peu différent de la perte d'exploitation, parce que ça doit s'appliquer à tous les secteurs. Comme je l'ai dit, la perte d'exploitation, ça s'applique pas bien au secteur du BTP, mais ça s'applique pas bien à toutes les professions qui n'ont pas forcément de locaux professionnels. Enfin, les infirmières, là, elles sont pas en chômage avec l'événement actuel, mais les infirmières libérales qui n'ont pas de locaux, si jamais il y a c'était sur un contrat perte d'exploitation, ça marcherait pas. Donc il faudrait effectivement un contrat qui puisse toucher l'ensemble des entreprises impactées par cette catastrophe sanitaire, avec la garantie de l'État, parce que on est sur des montants considérables. La perte d'exploitation des entreprises en France, c'est-à-dire que la prise en charge des frais, on est sur à peu près 1900 milliards d'euros par an. Et c'est à peu près ça, c'est plus de 150 milliards par mois de perte d'exploitation. Les fonds propres de l'ensemble des assureurs dommages du marché aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50 milliards. Donc on est sur des montants effectivement qui sont considérables. Et la perte d'exploitation liée au Covid, tout secteur d'activité confondu, on l'estime aujourd'hui autour de 60 milliards d'euros par mois. Parce que tout le monde n'est pas à l'arrêt, donc c'est pour ça qu'on est sur des chiffres, mais donc on a aujourd'hui 60 milliards d'euros par mois. Même un mois de perte d'exploitation, vous avez la moitié des assureurs qui sont en faillite si jamais il s'agit de les payer. Donc effectivement, on peut imaginer ce type de schéma-là, mais c'est de toute façon possible qu'avec une intervention forte de l'État, et puis il faudrait réfléchir à quoi ça pourrait fonctionner. Est-ce que ce serait quelque chose d'obligatoire ou de facultatif? Enfin, il y a plusieurs questions qui se posent, qui sont ouvertes. Et après, la balle, elle n'est pas dans notre camp, elle sera dans le camp du gouvernement, savoir si c'est quelque chose qu'ils souhaitent mettre en place ou pas en lien avec l'Assemblée. Mais nous, en tout cas, on s'est engagé à essayer de faire des propositions pour que ce type d'assurance puisse exister.
Une dernière question d'Arnaud. Comptez-vous intégrer les mesures annoncées dans vos contrats dans le futur, éventuelle seconde vague Covid, voire autre pandémie? Ah, Alors, beaucoup des mesures d'accompagnement sont des mesures ponctuelles, c'est-à-dire qu'on décide de faire une réduction d'un mois sur les cotisations de certains contrats, on décide de pouvoir adapter par anticipation les contrats, on contribue à des fonds de solidarité, donc ça, c'est des choses qui sont ponctuelles. Beaucoup, en revanche, des choses que l'on a proposées sont des choses qui existent déjà sur nos contrats. La seule différence, c'est que parfois, c'est des choses qui obligent à une déclaration ou qui sont des options payantes. Et donc le choix qu'on a fait, c'était de l'inclure automatiquement pour tout le monde. Mais beaucoup de choses qu'on a évoquées sont déjà des choses qui sont incluses dans notre contrat ou qui peuvent être incluses moyennant un complément de cotisation qui n'est pas forcément énorme, ça dépend de quoi on parle. Donc oui, c'est des choses. Après, l'arrêt de travail, c'est ça, mais on ne sait pas si l'arrêt de travail sera reconduit. D'ailleurs, ils l'ont arrêté, hein, l'arrêt de travail enfants malades et garde d'enfants. Maintenant, ça a été transféré sur le chômage partiel, ça s'est arrêté au 1er mai, je crois. Je ne sais plus si c'est au 1er mai ou au 1er juin, mais donc c'était quelque chose de temporaire. Donc je ne suis même pas sûr que le gouvernement, lui, va le reconduire, ce type d'arrêt de travail. Donc c'est difficile de l'intégrer dans les contrats. On préfère plutôt essayer de réagir rapidement à la situation. Mais sinon, la plupart des choses sur le fonctionnement des contrats et des garanties, c'est des choses qui sont soit déjà incluses, soit qui peuvent l'être facilement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Cron. Merci beaucoup. Un grand merci également à Fabienne Tiercelin et Marie-Claude Bassette-Renaud voilà, d'avoir été présents pour ce webinaire spécial Assurance Construction avec toutes les informations précises et de qualité que vous nous avez apportées, mais que vous avez surtout apportées voilà, aux professionnels de la construction, maîtres d'œuvre et économistes qui étaient toutes et tous présents cet après-midi. Prochaine étape, évidemment, nous transmettrons le support de présentation ainsi que le replay du webinaire avec évidemment voilà, les contacts, les points de contact directs afin de voilà, prolonger un petit peu les questions supplémentaires ou complémentaires que vous pourriez avoir à destination de SMA BTP. Et là, je reprends un petit peu ce qu'évoquait également Fabienne. Prochaine étape aussi, c'est la poursuite de ce beau partenariat de référence entre nos deux structures, notamment sur l'accompagnement des jeunes créateurs d'entreprises, entre autres, mais pas que. Voilà, il y a également d'autres sujets. Absolument. On vous invite évidemment à nous suivre et à suivre également l'actualité de nos partenariats et les différentes offres de services de qualité que nous vous préparons sur le nouveau portail dédié aux économies de la construction qui s'intitule économieconstruction.com, que vous retrouverez également sur le chat que je vous envoie. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Peut-être petite précision, Sofiane, c'est très important. Vous êtes au sein du conseil d'administration de SMA BTP où ne sont présents que des entrepreneurs de la construction. Sachez que votre président, Pascal Asselin, représente l'Intec. Donc, vous êtes bien représenté et bien défendu. Voilà. Bon après-midi, prenez soin de vous. Beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Bon après-midi à Au revoir. tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.